Avant de vous lancer dans cette playlist, je vous recommande de bien lire la description de cette vidéo afin de pouvoir l'exploiter dans les meilleures conditions. Les exemples traités se font exclusivement dans le plan. On définit un repère orthonormé IJ direct qui, selon les besoins du calcul, peut prendre n'importe quelle orientation. Un vecteur V va se décomposer dans ce repère en utilisant sa valeur algébrique. On définit un vecteur unitaire U dans la direction et le sens du vecteur V. Et on détermine l'angle que fait U avec I. Cet angle est compté positif si on va de I à U dans le sens positif et négatif dans le sens contraire. Au moment de l'application numérique, alpha et bêta seront toujours des valeurs positives. C'est pour cela qu'on met le signe moins devant bêta. On peut alors écrire le vecteur V selon deux façons différentes, selon qu'on utilise alpha ou bêta. Si la valeur algébrique du vecteur est supérieure à 0, il est représenté dans le sens de U. Sinon, il est représenté dans le sens contraire. Si le vecteur est inconnu, on le représente arbitrairement dans le sens positif. Selon le résultat du calcul, quand le vecteur est connu, on le représente dans le bon sens. Pour calculer le moment du vecteur V par rapport à A, on va noter B, l'origine du vecteur U, et θ, l'angle que fait le vecteur I avec le vecteur AB. Le moment de V par rapport à A est égal au produit vectoriel AB par V. En projetant les vecteurs dans le repère IJ, on calcule le produit vectoriel qui donne un vecteur porté par K, troisième vecteur unitaire du repère IJK. AB est une valeur algébrique négative puisque le vecteur directeur de AB va de B vers A et V est positif. La valeur algébrique du moment est donc négative. Imaginons une poutre AB en liaison pivot en A. Sous l'action de V, la poutre tourne dans le sens négatif, ce qui est cohérent. On va maintenant s'intéresser à la vérification d'une formule établie après un calcul analytique. Comment s'assurer que le résultat obtenu a de fortes chances d'être le bon? La première chose à faire est de vérifier l'homogénéité de la formule. Une formule non homogène est forcément fausse, sauf si c'est une formule empirique, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il faut vérifier qu'on a les mêmes unités de part et d'autre de l'équation. Attention toutefois avec les formules contenant des radians. Le radian n'a pas d'unité et doit être supprimé dans les équations d'homogénéité. A priori, l'homogénéité des formules est enseignée en formation scolaire. Ce qui l'est moins, c'est la vérification de la cohérence de la formule. Pour vérifier la cohérence d'une formule, on va s'appuyer sur des cas particuliers connus et vérifier que la formule traduit bien le phénomène physique. Deux approches sont alors possibles. L'approche qualitative et quantitative. L'approche qualitative ne fixe aucune valeur et se limite à vérifier que la variation de chaque paramètre fait varier le résultat dans le bon sens, avec éventuellement l'influence relative de chaque paramètre. L'approche quantitative fixe des valeurs aux paramètres et on vérifie que les résultats obtenus correspondent au phénomène physique. On va successivement analyser le comportement physique pour trois cas. Les deux premiers sont impossibles mathématiquement et le troisième annule le résultat et opère un changement de signe. Est-ce que tout ceci correspond à la réalité physique? Si on constate qu'il est impossible physiquement que BC soit inférieur ou égal à D et que A peut effectivement changer de signe, alors la formule est peut-être cohérente. Prenons un autre exemple. Je pars d'un point A vers un point B, à une vitesse constante V1. Puis je reviens de B à A, une vitesse constante V2. Je trouve que la vitesse moyenne pour l'aller et le retour est Vm égale V1 plus V2 sur 2. L'idéal est de trouver trois cas particuliers avant de conclure qu'on a de très bonnes chances que la formule trouvée soit la bonne. Si on fait V1 égale V2, la formule moyenne est forcément égale à ces vitesses. Donc la formule marche pour ce cas. Mettons-nous maintenant dans une position extrême, où l'on va de A à B à la vitesse V1,
et on reste en B. Dans ce cas, V2 égale 0. Et la vitesse moyenne est également nulle, puisqu'on ne revient pas en A. Or, la formule trouvée donne Vm égale V1 sur 2, ce qui est faux. La formule trouvée est fausse parce qu'elle n'est pas cohérente. On peut aussi utiliser l'homogénéité et la cohérence d'une formule au cours d'un examen quand on a un doute sur une formule. Imaginons que j'hésite entre ces trois formules. Elles sont toutes trois homogènes et fonctionnent pour V2 égale 0. Par contre, si je fais V1 égale V2, il n'y en a plus qu'une seule qui fonctionne. Je retrouve ainsi la bonne formule. On va maintenant s'intéresser aux vidéos de la playlist. Les deux premières sont consacrées à l'énoncé du principe fondamental de la dynamique en translation et en rotation. On définit à partir de ces concepts le moment d'inertie, dont on démontre de façon simple la formule générale. Ensuite, trois cas sont étudiés qui nous amènent à déterminer des formules analytiques pour lesquelles on déterminera systématiquement l'homogénéité et la cohérence. Une étude comparée entre un solide roulant ou glissant sur un plan incliné. On prend en compte le frottement et on voit comment il agit dans ces deux cas. Calcul d'un système de trois pièces principales reliées par un fil. On est amené à appliquer le principe fondamental de la dynamique 3 fois, comme on le ferait en statique si le système était en équilibre. Et enfin, l'exploitation du principe fondamental de la dynamique quand les sollicitations ne sont pas constantes. Un système masse-ressort, où on calcule la vitesse de la masse quand elle quitte le ressort. Et également le calcul de la vitesse limite atteinte par un solide en chute libre, en tenant compte de la résistance de l'air. Ces trois cas seront repris dans la playlist consacrée à l'étude du théorème de l'énergie cinétique, et on verra que c'est beaucoup plus simple.